Mais, néanmoins, c'est le revers du propos. Quand vous dégagez fortement cette dimension, néanmoins, le négatif, une fois énoncé, il y a un positif dans son sillage. Un positif qui n'est pas destiné à se clore, qui n'est pas destiné à s'arrêter, mais qui est bel et bien une manière, par exemple, d'exercer la justice. Prenons les choses les plus élémentaires, les garanties personnelles contre l'arbitraire. La protestation contre l'arbitraire, contre l'injustice, contre l'oppression, contre la tyrannie, emmène nécessairement avec elle une idée positive de ce que serait un fonctionnement plus juste de la justice, de ce que serait un cadre légal qui garantirait de manière habituelle des libertés qu'il n'y aurait pas besoin de se soulever à chaque instant pour défendre et installer. Je crois qu'on voit sur ce très modeste, mais il en va de même dans l'ordre politique, quand on proteste contre un pouvoir tyrannique, on implique l'idée d'un pouvoir qui ne serait pas tyrannique, ce qui ne veut pas dire qu'il serait bon et qu'il serait respectueux dans tous les cas des droits des gens qui l'ont formé ou des gens qui ont à lui obéir, mais qui néanmoins obéit à un certain nombre de conditions minimales de définition qui font qu'on peut vraisemblablement tenir, par exemple, qu'un pouvoir élu librement par les citoyens sera moins oppresseur qu'un pouvoir formé dans le secret de quelques comités autoproclamés dont les partis communistes, fussent-ils chinois, nous donnent le spectacle. Il y a des règles sur la formation du pouvoir qui sont par elles-mêmes des garanties sur la protection des droits relatifs des individus. Donc autant je suis d'accord avec vous, et je m'arrêterai là, sur la négativité qui est au centre de la juste entente des droits de l'homme, autant il faut mesurer ce qu'ils amènent avec eux d'idées positives de l'ordre institutionnel, mieux à même de les garantir, étant entendu que cette garantie, par sa nature, ne peut être que précaire et appelée à une ouverture et un progrès indéfini dans la concrétisation d'une abstraction qui n'est pas faite pour devenir concrète jamais. Bon, j'ai le sentiment que nous nous rapprochons. Donc, merci. Nous entendons mieux. Nous entendons mieux, c'est ça. Donc merci à vous, Guy Valancien, d'avoir provoqué cette rencontre qui, effectivement, je crois, nous permet de travailler ensemble. Alors, je vais revenir rapidement sur 3 points et puis répondre à la question universelle. Oui. 10 minutes, hein, promis. Parce que vous en avez mangé un tout petit peu, je vous embête, mais c'est pour tenir dans le débat. Et on n'est pas comme à la veille des élections, non, avec l'horloge derrière. Hein. C'est plus intéressant aujourd'hui. Absolument. Absolument. Non, ce que je veux dire d'abord, c'est que non, il ne s'agit pas pour moi de faire jouer aux Grecs ce rôle éternel des devanciers. C'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas des prodromes de. Seulement les Grecs, me semble-t-il, ont inventé, à mon sens, une modernité par la radicalité de leur rejet et de leur critique surtout de toute forme de tradition antérieure. Et quand je parle des sophistes, c'est parce que penser que nomos, la loi, c'est pas naturel, mais c'est une pure institution. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'important. La façon dont les Grecs ont créé des colonies, donc on pensait occuper des territoires à partir de modes. Protagoras a quand même été chargé d'organiser une colonie. Donc c'est pas seulement un projet de philosophe, c'est qu'on lui a demandé d'aller là, tracer un plan de nouvelles cités. Donc je pense que les Grecs ne sont pas seulement des gens qui ont conçu et qui auraient échoué dans la réalisation. Je crois qu'il y a eu une modernité grecque qui a été recouverte par l'histoire, comme la nôtre peut-être sera recouverte par l'histoire, même si nous ne savons pas d'où viendrait cette nouvelle occupation. Je veux dire, les Grecs, bon, ben oui, il y a des empires autour, il y a après du religieux nouveau qui s'est instauré, bref. Mais il me semble que si l'on prend un mouvement, disons, la pensée grecque, pas celle de Platon, l'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, elle avait un projet politique qui s'est lui-même déjà incarné. En tout cas, fonder une colonie, c'était déjà quelque chose d'important, et quelqu'un comme Protagoras l'a fait. Sur la question du religieux, je voudrais simplement dire ceci. C'est que pour nous, effectivement, cela fait axe, cela fait perspective, sortir du religieux. Je dis, les Grecs déjà le faisaient, peut-être. En tout cas, certains l'ont fait. La question que je me pose, c'est pas celle-là, c'est
est-ce que ça a un sens par rapport à l'histoire chinoise que de penser à la sortie du religieux? C'est ça qui est pour moi la question. C'est une autre question. C'est-à-dire, est-ce que ce qui fait axe pour nous, Européens, quand je pense par exemple qu'aucun Chinois n'a pensé à se poser la question de l'existence de Dieu, et donc il n'y a eu aucun débat dans la pensée chinoise sur l'existence de Dieu. Vous voyez, c'est cette question-là, c'est la perspective qui est en jeu. Parce qu'au fond, ça pose vraiment la question de comment on conçoit la vie et la mort, comment on conçoit le fond même de la réalité. Mais si on le pense en termes de polarité, d'échange, etc., est-ce que, disons, cette idée de sortie du religieux, avec ce que nous avons constitué et sédimenté autour de cela, est encore pertinent? C'est là la question que je vais poser. Parce que je ne suis pas sûr, si vous voulez, que les cultures du monde soient comme autant de variantes d'une même histoire. Et il me semble que le sillage chinois ne se range pas dans cette perspective-là. La question de la langue, je la laisse de côté, pour revenir à celle du droit. Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, le fait que le droit, c'est évidemment une notion occidentale dont on trouve difficilement des équivalents du côté chinois, en tout cas sur un mode déconsidéré. Les règlements, c'est pour le peuple, le bas peuple, mais dès qu'on est un peu cultivé, c'est autre chose, c'est les rites. Et puis il y a cette idée que plus il y a de lois, plus il y a de façons de contourner la loi. Donc la loi est une sorte d'immobilisation qui ne correspond pas à la logique de régulation des choses. Mais plus importante que cela, à mon avis, il y a quelque chose d'indéracinable dans la notion de droit qui est en rapport avec le sujet citoyen, c'est-à-dire qui conçoit la relationnalité à partir de l'individu. Et la question que je vais poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre conception possible, en tout cas celle que j'envisage un peu à partir du domaine chinois, qui est que ce qui est au départ, c'est la relation. Oui, la façon entendue par humanité, la vertu confucéenne de base, Gène, c'est l'homme avec le chiffre 2. C'est-à-dire que le 2 est là. Le 2 est là, c'est-à-dire que l'homme, on ne considère pas seul, on considère dans la relation. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres conceptions possibles où ce qui est premier, c'est la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme tout seul. Et je crois que ça renvoie à quelque chose qui est un choix, un parti pris de la raison européenne, qui est d'avoir privilégié dans ces modes d'analyse la possibilité de faire apparaître quelque chose qui serait de l'individu au sens de cette unité première du social ou du physique, l'atome. Par exemple, les Chinois ont pensé la physique tout autrement qu'à partir d'un élément premier. Ils l'ont pensé en termes de relations. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas une science, il y a des sciences. Par exemple, le magnétisme est une science qui s'est développée très tôt en Chine, et très bien, alors que l'Occident a été très, très lent, très tardivement, on a commencé à avoir des intuitions magnétiques, du magnétisme, alors que les Chinois pensaient ça comme une évidence. Donc je ne suis pas sûr, il y a une science qu'ils n'ont pas développée, qui est la science, effectivement, pensée à partir de l'élémentaire, à partir de la causalité, la physique classique, mais c'est vrai que je pense que la science européenne classique a eu un rendement extraordinaire par modélisation, enfin tout ce qui sont ces partis pris à eux, grand rendement, mais on voit comment la capacité des Chinois aujourd'hui, la science chinoise contemporaine, à être en phase avec la nouvelle physique, montre bien, la nouvelle physique en révolution avec la physique classique, montre bien qu'au fond, alors évidemment je m'oppose totalement au discours selon lequel la physique contemporaine rejoindrait la pensée chinoise, parce que d'un côté il y a science, de l'autre côté il n'y a pas science. Mais néanmoins, on ne peut pas constater que, je vois ça comme il y a des décohérences qui ont plus ou moins de rendement. Il y a une cohérence, disons, de l'individu qui a eu un plein rendement dans une certaine science de la construction, de la modélisation, de la causalité, de la mathématisation. Mais je vois qu'il y a une autre science qui s'est développée en Chine autour de... Alors, la science européenne, c'est celle de la géométrie, bien sûr, peu développée en Chine. En opposition à cela, le fait que un phénomène comme les marées, par exemple, c'est un phénomène que les Chinois ont compris très tôt. Très tôt parce que pour eux, ça allait de soi que des éléments à distance puissent se répondre, avoir des influences réciproques sur eux.